Merci beaucoup Thomas pour m'avoir invité à donner ce séminaire. C'est un séminaire dont j'espère qu'il ne va pas être trop technique. Il va y avoir à certains moments des équations qui vont apparaître sur l'écran. Je vais m'efforcer d'expliquer au maximum les mécanismes sans recourir aux équations qui, en revanche, seront utiles à tous ceux qui y sont plus habitués. Alors, le papier que je vais présenter ici est un papier qui est coécrit avec Diane Aubert, qui est ici, là-bas au fond, qui est actuellement étudiante en thèse. Et c'est un papier qui s'efforce d'approfondir ce qui a été dit par Thomas à la dernière ligne de son dernier transparent. C'est-à-dire, si l'on réutilise les revenus des taxes environnementales, à ce moment-là, elles peuvent devenir progressives. Et c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé avec un autre co-auteur, et que nous approfondissons ici en tenant compte de l'hétérogénéité du marché du travail. Alors, les motivations de ce travail de recherche sont liées justement à tous les débats qui ont lieu régulièrement autour de la mise en place de taxes environnementales. En France, vous vous souvenez très certainement du débat très animé qui avait eu lieu en 2009 autour du premier projet de contribution climat-énergie. Depuis, une composante carbone a été introduite dans la fiscalité des produits énergétiques, mais c'est une composante carbone qui a été introduite d'une façon très habile, au sens où c'est simplement une partie de l'assiette de la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, qui est maintenant calculée en fonction du contenu en carbone. Et l'impact de cette contribution carbone, de cette composante carbone, est très faible par rapport à l'ensemble du prix des carburants. Il y a eu sur d'autres taxes environnementales emblématiques qui, là, ne portaient pas sur les prix des produits énergétiques, mais sur les transports, c'était l'écotaxe. Il y a eu un débat tellement animé que finalement, le projet a été abandonné. Et dans ce débat se rencontrent systématiquement bien des économistes de l'environnement et puis d'autres parties prenantes, gouvernements, syndicats, entreprises, associations de consommateurs. L'argument des économistes de l'environnement, c'est ce qui a été rappelé par Jean Tirole au moment un peu avant la COP21, lorsqu'il plaidait pour qu'un prix du carbone soit trouvé et soit mis en place au niveau mondial. L'argument, c'est de dire, parmi les instruments qui sont à notre disposition, les instruments de politique économique, de politique environnementale qui sont à notre disposition pour, en particulier, si je parle du carbone, infléchir les émissions de carbone, il y en a deux grandes familles. Il y a ceux qu'on appelle les instruments de marché, donc market-based instruments, et il y a ceux qui sont les instruments de command and control, c'est-à-dire les instruments les instruments qui sont plutôt de l'ordre de la norme ou des standards. Et parmi les instruments de marché, nous avons les taxes, les permis d'émission négociables, les subventions éventuelles à la dépollution. Ces instruments de marché ont des propriétés différentes, mais parmi leurs propriétés communes, il y a le fait qu'ils minimisent le coût d'abattement, le coût de réduction des émissions. Ils égalisent les coûts marginaux d'abattement, c'est-à-dire que, d'abattement, de réduction de la pollution. Parmi tous les émetteurs, si vous imaginez
3 entreprises qui sont polluantes, qui ont chacune des technologies différentes, plus ou moins propres, qui leur permettent donc de réduire plus ou moins facilement pour une entreprise, c'est à moindre coût, donc qui leur permettent de réduire plus ou moins facilement leurs émissions. Eh bien, ces entreprises ne sont pas à égalité devant des normes, par exemple. Une norme qui leur dirait « vous ne pouvez pas émettre plus de tant de tonnes de dioxyde de carbone », ça conduirait une entreprise à devoir le faire à un coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité de pollution à laquelle elle renonce, à un coût marginal beaucoup plus élevé que pour l'autre et pour la troisième. Si toutes les entreprises ont à payer le même taux de taxe, il se trouve qu'elles vont toutes faire le même raisonnement économique, elles vont décider de réduire leurs émissions tant qu'il est moins coûteux pour elles de réduire les émissions que de payer une taxe sur la dernière unité émise. Et par conséquent, au moment où elles vont s'arrêter, c'est-à-dire au moment où elles déterminent finalement le montant total de leurs émissions, eh bien, leur coût marginal de réduction des émissions est le même, c'est le taux de taxe. Et en ceci, donc, la taxe est un instrument qui est dit efficace économiquement parce que c'est lui qui permet de minimiser les coûts de la politique de réduction des émissions. Donc c'est un gros avantage. C'est autre avantage mis en avant par les économistes de l'environnement, c'est que les taxes, au contraire des subventions, on le comprend très bien, les taxes procurent des recettes à l'État. Et ces recettes fiscales, eh bien, l'État peut en faire différentes choses. C'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir en fonction des priorités. Et parmi les choix que nous allons envisager, il est possible de réduire d'autres taxes ou impôts. De cette façon, il est possible d'augmenter l'efficacité économique, finalement, de l'ensemble de la réforme. Mais, je l'ai déjà dit, les taxes rencontrent de fortes oppositions politiques et parmi les arguments qui sont donnés contre les taxes, celui que mentionnait Thomas tout à l'heure, l'argument de la régressivité prétendue des taxes écologiques dans la mesure où elles affecteraient relativement plus les ménages pauvres. Donc nous, la question que nous essayons de traiter dans ce papier, c'est est-il possible de mettre en œuvre une réforme fiscale écologique, je ne parle pas juste d'une taxe écologique, mais une réforme fiscale d'ensemble, c'est-à-dire une réforme où on mettrait en place une taxe écologique où on augmenterait éventuellement son taux, tout en réutilisant les recettes fiscales ainsi obtenues de façon astucieuse, la plus astucieuse possible, pour obtenir donc, la combinaison de l'efficacité économique et l'équité au sens de ne pas aggraver les inégalités. Alors, il y a une abondante littérature de chercheurs dans le domaine qui porte sur différents courants, pas véritablement sur l'aspect que nous étudions, sinon il y aurait peu d'intérêt à ce que nous le fassions, mais sur différents aspects. L'aspect de l'efficacité économique, c'est-à-dire de la capacité de réutiliser les recettes fiscales de façon à augmenter le bien-être économique, c'est la question dite du double dividende. Le terme de double dividende est parfois un peu galvaudé au sens où on a tendance rapidement à parler de double dividende dès l'instant où il y a possibilité de, comme diraient les anglo-saxons, de tuer ou d'atteindre 2 oiseaux avec la même pierre. Donc de faire d'une pierre 2 coups, très rapidement, dès que la possibilité apparaît en politique économique de faire d'une pierre 2 coups, on parle de double dividende. Le terme de double dividende a été en quelque sorte a été pour la première fois véritablement utilisé et en tout cas a donné lieu à une abondante littérature dans ce contexte, c'est-à-dire le fait de réutiliser les recettes fiscales dues à une taxe écologique en réduisant d'autres taxes et impôts qui ont un coût économique global, un coût en bien-être. On dit que ces taxes ou impôts sont distordants, c'est-à-dire qu'ils introduisent une distorsion
dans le système économique. Le fait d'introduire une distorsion, c'est un coût supplémentaire en bien-être qui pourrait ne pas être supporté si les impôts, par exemple, étaient prélevés de façon forfaitaire, totalement forfaitaire. Une taxe constante par tête, c'est un impôt qui n'introduit pas de distorsion parce qu'il ne modifie pas les prix relatifs des biens. Il ne modifie pas non plus le prix relatif du travail par rapport au capital, etc. Et en ceci, il n'introduit pas de coût supplémentaire pour quiconque que simplement le poids de la charge fiscale. Tous les autres impôts, tous les impôts indirects, quels qu'ils soient, c'est-à-dire tous les prélèvements, les cotisations sociales, etc., introduisent une distorsion. Et donc, la problématique introduite par cette littérature sur le double dividende et qui est résumée par Goulder, ce n'est pas Goulder qui l'a initié, mais c'est Goulder qui analyse très bien toutes les conditions du double dividende qui sont apparues dans la littérature existant jusqu'alors. Cette question du double dividende, donc, c'est comment réduire le surcoût du système fiscal existant dans un pays par l'introduction de la taxe écologique. Alors, une objection qui est souvent faite, c'est « mais vous parlez de le faire grâce à l'introduction de la taxe écologique, on pourrait le faire aussi autrement ». Oui, bien sûr. Mais il se trouve que c'est un argument qui joue en faveur de la taxe écologique au sens où, si on l'introduit, il y a des recettes fiscales qui, elles, peuvent être utilisées pour obtenir un double dividende. Mais le double dividende, la littérature sur le double dividende ne s'intéresse jamais au problème d'équité. Et au contraire, on peut montrer que le double dividende n'existe la plupart du temps que s'il est possible de reporter la charge de la taxe, la charge du système fiscal, vers d'autres agents. Alors, lorsque cela se fait, par exemple, aux dépens de certaines catégories de ménages dans le pays, c'est fondamentalement inéquitable. Et on peut, du coup, augmenter les inégalités tout en recherchant le double dividende. Cette préoccupation d'équité est-elle analysée dans une autre partie de la littérature qui s'intéresse aux propriétés distributives des taxes écologiques? Propriétés distributives, c'est sont-elles régressives ou sont-elles progressives? Ou sont-elles neutres? Alors, les premiers travaux s'intéressaient uniquement aux impacts directs mesurés par rapport aux revenus ou par rapport aux dépenses, mais uniquement les effets du côté utilisateur des produits taxés. Et là, la littérature, donc les premiers papiers américains, Metcalfe, etc., mais aussi des papiers en France, Ruiz et Tranois, aboutissent à la conclusion qu'en prenant uniquement en compte ces effets, les taxes écologiques sont régressives au sens où elles affectent relativement plus. Alors, ce sont des études qui portent sur des pays développés. Ce n'est évidemment pas le cas, Thomas l'a montré très bien tout à l'heure, dans des pays en voie de développement, mais dans des pays développés comme les États-Unis, comme la France, comme des pays européens, la plupart du temps, les dépenses des ménages les plus pauvres sont plus importantes proportionnellement en ce qui concerne les carburants et les dépenses de chauffage. C'est ce qui explique cette régressivité. Mais dès qu'on prend en compte d'autres effets, par exemple, donc, dans les travaux de Thomas, le cycle de vie, c'est-à-dire le fait que les jeunes, les vieux, etc., ne sont pas frappés de la même façon, et que ce n'est pas seulement l'impact par rapport aux revenus courants qui compte. D'autres travaux qui tiennent compte des effets dans le secteur productif et par conséquent des modifications relatives des prix des facteurs de production, le travail par rapport au capital ou différentes catégories de travail, à ce moment-là, ces travaux montrent que quand on prend en compte ces effets, les résultats sont beaucoup plus ambigus. Et même, selon certains, les taxes écologiques peuvent être progressives. Tout ceci sans s'occuper de redistribution dans cette littérature. Et donc, lorsqu'on essaie de
combiner les deux aspects, on s'intéresse aux effets d'une réforme fiscale d'ensemble qui s'efforcerait d'atteindre le double dividende. Et la question qu'on se pose, c'est est-il possible d'atteindre un double dividende tout en ne creusant pas les inégalités, voire en les réduisant? Et donc ça, c'est une littérature qui a été légèrement abordée, mais sans redistribution, par Kremer et d'autres auteurs en 2003, et par deux papiers, j'en ai cité un seul ici, coécrit avec l'un de mes collègues de Paris 1, Mouès Foda, dans lequel, alors dans ces papiers, nous montrons dans un cadre théorique assez particulier qui tient compte des effets de cycle de vie pour les ménages et qui considère différents types de ménages différenciés par leur qualification donc sur le marché du travail et qui justifie qu'ils aient des salaires et donc des revenus différents. Nous montrons là qu'il est possible d'atteindre un double dividende et de transformer une taxe écologique seule qui serait régressive en une réforme fiscale d'ensemble progressive en redistribuant les recettes de la taxe écologique sous la forme d'une réduction pour tous du taux de prélèvement sur les revenus du travail. On a un système fiscal très simple, d'ailleurs, où il n'y a que ces prélèvements-là. Et ce que nous montrons, c'est que nous pouvons rendre la réforme fiscale d'ensemble progressive en pratiquant donc cette réduction pour tous des taux de prélèvement sur le travail, mais une réduction qui n'est pas uniforme. Une réduction qui est plus forte pour les bas salaires que pour les hauts salaires. Autrement dit, c'est une réduction avec un renforcement de la progressivité des prélèvements du travail. Lorsque nous avons présenté et publié ces résultats, l'une des critiques qui nous a été faite le plus souvent, c'était « mais votre modèle, qui est très compliqué par ailleurs pour tenir compte des effets de cycle de vie, et donc des effets intergénérationnels, votre modèle ne tient pas compte des effets de cette progressivité de la fiscalité sur le travail sur justement le marché du travail. Vous n'avez pas de marché du travail modélisé dans votre papier, et si vous l'aviez, sans aucun doute, vos résultats seraient compromis drastiquement. Et donc, nous avions le sentiment que ce n'était pas le cas. J'étais assez persuadée que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est à cette question-là que nous essayons de répondre avec Diane dans ce papier. Si nous tenons compte de ce qui se passe sur le marché du travail, ces résultats-là sont-ils compromis? C'est-à-dire, est-il impossible de rendre progressive une réforme fiscale en augmentant la progressivité des prélèvements sur le travail? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, ces résultats ne sont pas compromis. Alors, quelles sont les caractéristiques de notre modèle? Nous avons simplifié le côté qui nous permettait d'avoir des résultats intergénérationnels. Nous ne nous intéressons plus à cette composante intergénérationnelle. Nous avons donc un modèle qui considère uniquement des catégories de ménages contemporains. Nous avons des ménages pauvres et des ménages riches, c'est-à-dire faiblement qualifiés, plus qualifiés, et nous introduisons le fait que leurs comportements de consommation ont une constante qui est qu'il y a des dépenses minimales nécessaires pour se chauffer ou pour se déplacer. Et par conséquent, dans le revenu des ménages pauvres, ces dépenses minimales tiennent une place plus grande. Donc nous introduisons cet effet-là avec une fonction d'utilité dite à la Stone-Geary. Je vous montrerai la fonction, mais c'est là le principal point. Et nous introduisons du marché du travail. Alors, le marché du travail est différent pour les plus qualifiés et pour les moins qualifiés. Pour les plus qualifiés, la littérature sur le marché du travail considère que l'effet essentiel de la fiscalité est d'agir sur les incitations à travailler.
Et donc, nous avons une modélisation un petit peu extrême où il n'y a pas de chômage pour les plus qualifiés et du chômage pour les moins qualifiés. C'est un peu extrême, mais ça ne fait qu'exacerber ce qui est observé dans la situation économique française et de la plupart des pays développés, avec un taux de chômage beaucoup plus faible pour les plus qualifiés et plus important pour les moins qualifiés. Donc c'est l'offre de travail qui est endogène et en quelque sorte ce sont les travailleurs qualifiés qui décident de travailler plus ou moins selon la comparaison qu'ils font entre ce que cela leur rapporte et les renoncements qu'ils auraient à faire par ailleurs dans leur vie. Sur le marché du travail des non qualifiés, au contraire, on considère qu'il y a du chômage, que le marché n'est pas en concurrence parfaite, n'est pas parfaitement équilibré, donc il y a un chômage, et il y a un chômage que nous modélisons d'une façon particulière que je vais un peu vous montrer. Pour résumer les résultats auxquels nous arrivons, avant que je vous montre un petit peu plus les détails du modèle, nous montrons bien sûr, et ça c'est intuitif et ça ne change pas selon les choix de modélisation, c'est que plus la consommation de subsistance est élevée, c'est-à-dire plus il y a un minimum de consommation qui doit être consacré au carburant et au combustible, et plus la taxe écologique est régressive, selon le premier effet. En revanche, en raison des mécanismes de formation des salaires, et selon la sensibilité respective des salaires sur les deux sous-parties du marché du travail, la taxe écologique sans redistribution des recettes fiscales ou la réforme fiscale écologique avec redistribution uniforme, c'est-à-dire même pas progressive, peuvent être, dans certaines situations, progressives. Et le troisième grand résultat, c'est que c'est l'existence même du double dividende qui permet de rendre progressive une réforme fiscale d'ensemble, alors que la taxe seule aurait été régressive. Alors, le modèle lui-même, c'est un modèle où il est très simplifié. Vous allez voir les équations auxquelles nous arrivons peuvent être très compliquées et donc il est nécessaire de simplifier au maximum le modèle pour se concentrer sur les mécanismes qui sont à l'origine des effets que nous voulons étudier. Donc on a un modèle très simple où il y a deux biens seulement qui sont produits et consommés dans l'économie. Un bien propre, au sens où il ne pollue pas, et un bien polluant. On suppose, pour simplifier là aussi et pour s'abstraire des effets de substitution entre secteurs de production, on suppose que c'est le même secteur de production qui produit avec la même technologie le bien propre et le bien polluant. Et donc, c'est leur consommation qui va les rendre propres ou polluants. On pourrait penser à des automobiles qui seraient construites avec la même technologie et suivant les circonstances, suivant le mode de conduite, elles sont propres ou polluantes. C'est une façon extrêmement simplifiée de mettre en évidence nos mécanismes. Si nous avions un modèle plus réaliste, au fond, les résultats ne seraient pas modifiés, ils seraient simplement beaucoup plus complexes à analyser. Donc, cette simplification en soi ne change pas les résultats que nous allons mettre en évidence. Alors, on suppose que nos agents économiques, nos ménages, sont hétérogènes, donc ils sont différents. Nous avons des travailleurs peu qualifiés, donc nous normalisons leur nombre, leur masse à 1, et nous avons des travailleurs très qualifiés. Donc les travailleurs peu qualifiés seront indicés par L, c'est pour low skill, et les travailleurs fortement qualifiés seront indicés par H, c'est pour high skill. L'État, qui va se demander comment réutiliser les recettes fiscales, a un budget à respecter et on suppose qu'il y a des dépenses publiques exogènes, donc dont il ne va pas souhaiter changer le montant.
et il doit verser des allocations chômage puisqu'il y a du chômage. Donc globalement, de façon agrégée, ces allocations chômage, c'est un montant grand B, et il finance tout ceci par le système fiscal, supposé très simple là aussi. On suppose simplement qu'il y a une taxe TD sur le bien polluant, donc c'est le taux de taxe qui est TD, et des taxes, des taxes ou impôts, prélèvements sur les revenus du travail, TH et TL. Le fonctionnement du marché du travail est modélisé par un modèle à la Pissarides, qui est un modèle de recherche d'emploi et d'appariement sur le marché du travail des peu qualifiés, qui fait apparaître du chômage essentiellement dû à des frictions entre les entreprises qui recherchent à employer et des salariés qui eux-mêmes recherchent un emploi. Alors, principales hypothèses, un peu techniques, mais qui ne changent pas grand-chose, les agences sont supposées être neutres vis-à-vis du risque. Comme je vous l'ai dit, seuls les travailleurs à faible qualification ont un risque d'être au chômage. Lorsqu'il est chômeur, un travailleur faiblement qualifié reçoit une allocation exogène B et retire une utilité grand Z du loisir. On suppose que les deux catégories de ménages retirent une certaine utilité du loisir. Les travailleurs faiblement qualifiés fournissent une unité de travail, tandis que l'offre de travail très qualifiée est endogène, c'est-à-dire que c'est la notion de marge extensive ou intensive. Les travailleurs non qualifiés, on suppose que leur choix, plus exactement ce qui s'impose à eux, c'est de travailler ou de ne pas travailler. Donc ils sont employés ou ils sont au chômage. Pour les travailleurs très qualifiés, on suppose que leur choix, c'est de travailler plus ou moins. Donc, et en ceci, donc, ils vont décider de travailler davantage d'heures, par exemple. Et donc, notre modèle de consommation, cette fonction ces préférences à la Stonguiri disent que la fonction d'utilité des ménages, c'est-à-dire ce qui leur procure leur satisfaction, est fonction des montants de consommation de produits propres et de produits polluants, suivant une élasticité de substitution entre les deux que nous appelons sigma. Et nous avons appelé D bar le montant de consommation incompressible, de consommation minimale de produits polluants. Autrement dit, les ménages vont, suivant les prix relatifs des biens, substituer un bien à un autre. Si le produit polluant voit son prix s'élever, les ménages vont décider d'en acheter relativement moins et d'acheter plus de produits propres, mais ils sont limités dans cette substitution. Ils ne vont substituer que la part libre de produits polluants, puisqu'il y a une part contrainte qu'ils vont de toute façon toujours consommer. Alors, dans le secteur productif, on suppose que la production se fait uniquement à partir de travail, c'est-à-dire que nous avons donc éliminé de notre modèle tout ce qui concerne substitution ou complémentarité possible entre capital et travail, toutes choses qui sont beaucoup plus analysées par toute une partie de la littérature sur le double dividende, et donc il ne nous a pas semblé utile d'introduire ceci aussi dans le modèle. Notre modèle qui permet de faire apparaître le chômage sur le marché du travail peu qualifié suppose donc que les entreprises, au moment où elles souhaitent recruter, doivent afficher une vacance d'emploi et elles ont un coût de recrutement qui dépend d'une variable θ, qui est une variable endogène, c'est-à-dire qui varie dans le modèle en fonction des caractéristiques du marché et qui est représentative des tensions sur le marché du travail. Plus il y a de chômage et plus le coût de recrutement est faible pour les entreprises. Alors, sur le marché du travail des très qualifiés, la relation d'équilibre sur le marché du travail, c'est simplement lorsqu'il y a égalité entre la productivité marginale du travail et le coût du travail pour les entreprises, qui est supposé être simplement le salaire. En effet, une entreprise va décider d'embaucher, c'est toujours le même raisonnement marginaliste, une entreprise va décider d'embaucher tant qu'il est plus rentable pour elle d'employer un salarié supplémentaire ou de demander une heure de travail supplémentaire
que ce que ça lui coûte. Ça lui coûte le salaire horaire, et donc tant que la productivité de la dernière heure travaillée est supérieure, enfin de l'heure supplémentaire qu'elle pourrait utiliser est supérieure à ce salaire, il est rentable d'employer, enfin d'utiliser une heure supplémentaire. Donc, à l'équilibre pour l'entreprise, on a l'égalité entre cette productivité marginale du travail et le salaire horaire. Pour les moins qualifiés, il y a deux coûts à employer quelqu'un. Il y a le coût de recrutement et le coût de l'unité de travail. Et donc, il n'y a pas d'égalité entre la productivité marginale du travail et le salaire, du travailleur, mais le salaire du travailleur va systématiquement être inférieur à la productivité marginale du travail, et c'est l'un des éléments qui va provoquer du chômage. L'autre élément, c'est que le salaire des non-salariés résulte de la négociation salariale entre les firmes et les travailleurs, par le biais de syndicats éventuellement, et par conséquent, ce salaire des moins qualifiés va être une moyenne entre la productivité marginale du travail et le salaire dit de réservation des travailleurs non qualifiés. Le salaire de réservation, c'est le salaire en dessous duquel un travailleur non qualifié trouvera non rentable de travailler. Ce salaire de réservation dépend de son utilité du loisir et dépend aussi de l'allocation chômage qu'il perçoit. La moyenne entre les deux va être déterminée par bêta, qui est le pouvoir de négociation des salariés dans cette fameuse négociation. Bêta est compris entre 0 et 1. Si bêta est égal à 0,5, les deux parties ont le même pouvoir de négociation. Si bêta est égal à 0, vous voyez que le salaire des non-salariés est égal à leur salaire de réservation. C'est-à-dire, c'est vraiment le minimum qu'ils pourraient obtenir. Et si bêta est égal à 1, dans ce cas-là, le salaire des non-salariés est égal à la productivité marginale du travail. Et donc, là, c'est comme si les entreprises pouvaient agir exactement comme sur l'autre marché du travail. Donc, c'est là qu'elles ont le plus de pouvoir. Alors, quelques définitions sur les concepts que j'utilise dans la suite. Comme nous allons parler de double dividende, qu'est-ce que c'est que nos dividendes? Le dividende environnemental, c'est l'amélioration de la qualité de l'environnement. Ici, dans notre modèle, l'environnement est dégradé par la consommation de biens polluants. Donc, un dividende environnemental est obtenu si et seulement si la consommation totale de biens polluants diminue sous l'effet de la politique mise en œuvre. Le dividende économique, maintenant, l'autre, celui qui, s'il est obtenu, permet de dire que nous avons un double dividende. Si la charge morte du système fiscal est réduite, nous avons un double dividende. La charge morte, c'est ce fameux excès de coût par rapport à la charge fiscale. C'est le poids des distorsions fiscales. Disons cela comme ça, le poids des distorsions fiscales. Si ce poids des distorsions fiscales est réduit par la politique, à ce moment-là, on dit qu'on obtient un dividende économique. Pour le calculer, on utilise quelque chose qui s'appelle la variation de revenus compensatoire. Je vous le dis juste parce que dans la suite, je vais utiliser ce terme. Cette variation de revenus compensatoire, c'est une façon de dire, entre avant la politique et après la politique, il y a une variation de bien-être pour les agents, pour les ménages. Si le bien-être est dégradé, il faut verser aux agents un revenu, enfin, il faudrait pouvoir leur verser une compensation sous forme de revenus pour qu'en réaugmentant leur consommation, ils puissent retrouver le niveau de bien-être qui était le leur avant la politique. Et donc, quand on est obligé de verser une variation de revenus compensatoire, quand je dis quand on est obligé, quand on serait obligé de verser une variation de revenus compensatoire pour que le bien-être des agents ne soit pas dégradé par la politique, enfin, ne soit pas altéré par la politique, ça veut dire qu'il aurait été dégradé. Et donc, une variation de revenus compensatoire positive, c'est le signe qu'une politique dégrade le bien-être des agents. Donc,
on va dire au contraire que si on a une variation de revenu compensatoire qui devrait être négative, ça veut dire que la politique en elle-même améliorait le bien-être des agents. Donc, on dira qu'on a un dividende économique si et seulement si, sous l'effet de la politique, le bien-être tiré de la consommation augmente, et donc la variation de revenu compensatoire diminue. Et enfin, on utilise cette même notion pour définir la régressivité dans notre contexte. On dira qu'une politique fiscale est régressive si et seulement si il serait nécessaire de compenser relativement plus les pauvres que les riches. Tout simplement parce qu'ils perdraient plus que les riches. Mais nous mesurons cela donc, par rapport, en comparant les ratios entre la variation de revenus compensatoire qui serait nécessaire pour chacune des catégories par rapport à leurs revenus. Alors, dans notre modèle, nous calculons l'équilibre, nous sommes obligés de log-linéariser le modèle, je ne vous montre pas les équations, mais surtout, que faisons-nous? Nous étudions 3 situations. Nous étudions les variations relatives des salaires, de l'emploi et du bien-être, dans un premier cas où il y a simplement une augmentation de la taxe écologique, mais sans réutilisation des recettes fiscales. Donc c'est l'effet brut de la taxe écologique. Dans un deuxième temps, nous supposons que la réforme fiscale est menée avec une redistribution uniforme des recettes fiscales procurées par la taxe écologique par une réduction des taux d'impôt sur les revenus du travail. Alors, ce qu'on suppose, c'est que donc l'État n'utilise pas ses recettes pour réduire son déficit budgétaire ou ne l'utilise pas pour augmenter d'autres dépenses, des dépenses publiques. Il y a un effet quand même qui varie, qui change pour lui, c'est le montant des allocations chômage à verser. Et donc, en ceci, sa réutilisation des recettes est quand même contrainte par le fait qu'il a des allocations chômage plus ou moins importantes à verser en fonction de ce qui s'est passé avec la taxe écologique. Mais donc dans ce cas-là, nous supposons que la réforme fiscale se fait par redistribution uniforme, c'est-à-dire qu'on calcule la variation de taux, la même variation de taux qui est appliquée aux 2 taux de taxes sur les 2 catégories de travail pour compenser, c'est-à-dire pour réutiliser la totalité des recettes fiscales. Et on regarde ce qui se passe sur les salaires, l'emploi, le bien-être. Et ensuite, on va étudier une redistribution non uniforme, c'est-à-dire qu'on va regarder comment il est possible de pratiquer une redistribution dirigée vers les pauvres, donc en utilisant un indice de progressivité. Alors, juste les mécanismes qui se mettent en route pour que vous voyez ensuite d'où viennent les choses. Il y a des effets sur l'emploi faiblement qualifié et des effets sur l'emploi qualifié qui passent par les salaires. Pour l'emploi faiblement qualifié, si le taux de taxe écologique augmente, ça augmente le prix de la consommation de biens polluants et ça augmente par conséquent le prix agrégé de la consommation. Les ménages vont substituer du bien propre au bien sale, mais globalement, le prix agrégé augmente. Ce prix agrégé augmentant, le coût de la vie donc augmente pour les salariés peu qualifiés. Cela augmente leur salaire de réservation par souci de préserver leur pouvoir d'achat, étant donné que ce prix a augmenté, étant donné qu'ils ont aussi une utilité tirée du loisir, c'est le grand Z, étant donné qu'ils ont des allocations chômage grand B, donc tout ceci fait que le salaire de réservation augmente. Lorsque le salaire de réservation augmente, étant donné la négociation des salaires, le salaire finalement obtenu par les salariés non qualifiés va augmenter. Dans leur négociation, ils revendiquent, mais les prix ont augmenté, j'ai besoin d'une augmentation de salaire, ou les syndicats le font pour l'ensemble des salariés. Mais le résultat, c'est que tout gain obtenu de cette sorte sur les salaires se répercute sur les créations d'emplois. Et par conséquent, il y a une baisse des créations d'emplois et l'emploi faiblement qualifié décroît, c'est-à-dire que le chômage augmente chez les faiblement qualifiés. Je l'ai décrit pour l'augmentation d'une taxe écologique.
si on avait une augmentation de l'impôt sur le revenu du travail, cela aurait sensiblement les mêmes effets, pas exactement parce que ça n'augmenterait pas directement le prix agrégé, mais en tout cas, les ménages augmenteraient leur salaire de réservation et on aurait aussi une augmentation du chômage. C'est là qu'on voit la justification de réduire la taxe sur le travail en utilisant les recettes de la taxe écologique. Parce que là où la taxe écologique ferait augmenter le chômage, une réduction de la taxe sur les salaires va permettre de le réduire. Sur l'emploi qualifié, les mécanismes sont un peu différents. La hausse du taux de taxe écologique augmente donc le prix agrégé, ça c'est pour tous. Et là, ça a un effet donc, de diminution du salaire réel net d'impôt pour les fortes qualifications. Et cela réduit leurs incitations à travailler, et donc ils réduisent leur offre de travail vers les entreprises, l'emploi des travailleurs qualifiés diminue. Là, on a supposé qu'il n'y avait pas de chômage. Simplement, en revanche, les entreprises vont produire moins, forcément, ou alors elles vont être obligées d'employer davantage de travailleurs non qualifiés. Donc ça, ce sont les effets directs passant par les salaires. Si les salaires, si les deux catégories de travailleurs avaient la même sensibilité au salaire significatif dans chacun des secteurs, donc pour les hautes qualifications à leur salaire net, pour les peu qualifiés à leur salaire de réservation. S'ils avaient donc les mêmes élasticités, les productivités du travail ne seraient pas affectées. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de modification par les entreprises des proportions de travail employées. Mais en raison de l'asymétrie des modes de formation des salaires, il y a un effet de substitution qui apparaît entre les deux types de travail. C'est-à-dire que si, par exemple, le salaire des peu qualifiés augmente fortement, à ce moment-là, dans le secteur productif, les entreprises vont avoir tendance à substituer du travail qualifié au travail non qualifié, ce qui modifie les productivités marginales respectives des deux et ce qui va modifier encore la formation des salaires. Et on constate que plus donc, le ratio des élasticités étage sur état R, donc de ces élasticités au salaire, ces sensibilités du salaire de chacune des catégories de travail augmente, et plus le ratio des salaires lui-même augmente. Et c'est ceci qui va être l'élément déterminant dans les effets que nous mettons en évidence. Alors, les résultats que nous obtenons, c'est tout d'abord qu'il y a un élément qui a une importance considérable, c'est l'utilité du loisir procuré aux travailleurs. Parce que c'est elle qui influence le salaire de réservation des peu qualifiés et c'est elle qui influence aussi l'incitation à travailler des qualifiés. Et ce qu'on constate, c'est que si on ne redistribue pas les recettes fiscales, l'augmentation de la taxe écologique, dans ce cas où il y a une utilité du loisir pour les travailleurs, cela accroît le chômage et cela diminue la production. L'effet sur les salaires est ambigu en fonction du ratio des deux élasticités caractéristiques. Et cette augmentation de la taxe écologique, donc sans redistribution des salaires, peut être régressive ou progressive et cela dépend de état H sur état R ou de D bar. Je vais vous montrer un graphique tout de suite qui montre ça, et qui met ça en évidence. Les effets sur le bien-être sont tels que si on élimine l'effet de la consommation incompressible, si on tient compte donc juste des effets sur le marché du travail, on constate qu'il y a un seuil que nous avons appelé P1 pour le ratio des élasticités et un deuxième seuil qui est un multiple de P1. P1 en réalité dépend des paramètres du modèle. Ce n'est pas du tout une constante, ça dépend des paramètres du modèle. En dessous du premier seuil,
la taxe écologique fait augmenter le salaire des peu qualifiés et diminuer le salaire des plus qualifiés. C'est en quelque sorte comme si nous n'avions pas l'effet substitution. C'est le premier effet sur les salaires. Et à ce moment-là, on constate que s'il n'y a pas de recyclage des recettes, vous voyez, tous les effets vont dans le même sens. Tous les effets vont dans le même sens et la taxe écologique est progressive. En revanche, toute seule, sans redistribution. Dès l'instant où l'effet substitution se met à jouer de plus en plus, au fur et à mesure que état H sur état R est plus important, cela va renverser le ratio, enfin, cela va renverser le mode d'évolution des salaires. On passe à une situation où WL augmente toujours, mais WH, au lieu de diminuer, augmente. Il est encore possible que la taxe écologique soit progressive tant qu'on est en dessous du seuil gamma P1 et au-dessus de ce seuil, l'effet substitution l'emporte sur les effets premiers et la taxe écologique devient régressive. Donc gardez bien en mémoire le rouge et le bleu là qui représentent les zones où la réforme, où ici la taxe seule, est régressive ou progressive. C'est-à-dire que sans redistribution, c'est pour une très forte sensibilité, par exemple, des très qualifiés par rapport à la sensibilité des peu qualifiés au salaire, que la taxe écologique est régressive quand on tient compte uniquement des effets sur le marché du travail. Si on tient compte maintenant des effets également sur la demande, rien n'est changé à droite du graphique, c'est-à-dire que la taxe écologique est toujours régressive. Elle est toujours régressive parce qu'elle est a fortiori à cause de l'existence d'une consommation incompressible de produits polluants, mais en plus elle l'était déjà par les mécanismes du marché du travail. Et en revanche, là où les mécanismes du marché du travail permettaient la progressivité de la taxe écologique seule, l'effet demande, l'effet consommation, rend l'effet global ambigu. Après, ça dépend de la force relative des deux effets. Ça, c'est la taxe écologique seule, sans redistribution. Maintenant, on suppose donc qu'on redistribue de façon uniforme. Donc là, j'ai indiqué l'ensemble des résultats. Le résultat essentiel, c'est que si on fait une redistribution de façon uniforme et que cela permet d'atteindre un double dividende, à ce moment-là, l'amélioration du bien-être peut renverser les propriétés de régressivité ou de progressivité de la taxe écologique non recyclée. Et donc, sur les graphiques, mes graphiques, maintenant, sont inversés. C'est-à-dire que, alors, ils sont inversés si la progressivité initiale du système n'est pas trop forte. Intuitivement, on comprend pourquoi. Il va être difficile d'améliorer encore la progressivité si elle est déjà très forte. Et si la réforme, si on est dans les conditions où on obtient effectivement un double dividende, à ce moment-là, donc, les propriétés ici sont renversées, c'est-à-dire que pour un état H très important par rapport à état R, c'est-à-dire une forte désincitation au travail exercée par une augmentation de la fiscalité pour les hautement qualifiés, c'est-à-dire une hypothèse dans laquelle on pourrait penser que, au contraire, la réforme fiscale écologique aurait des effets, intuitivement on se serait dit qu'il y aurait des effets forcément mauvais et très défavorables à l'efficacité économique et à la progressivité, eh bien on obtient une réforme fiscale progressive. Et en revanche, ici, pour des états H sur état R plus faibles, on a une réforme fiscale qui est régressive quand on ne tient pas compte des effets de la demande. Si on tient compte maintenant des effets de la demande, alors à ce moment-là, la réforme fiscale est régressive à coup sûr, avec une redistribution uniforme pour des états H sur état R faibles.
et les effets deviennent ambigus pour état H sur état R élevé. Autrement dit, la distribution uniforme, suivant l'importance de la consommation incompressible de produits polluants, peut amener à une situation qui est visiblement très négative, puisqu'il y aurait régressivité dans la plupart des cas, et dans le cas où on aurait pu espérer une certaine progressivité, eh bien, si la consommation des bars est très importante, à ce moment-là, on aurait aussi une régressivité. Et alors, la question du coup qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible d'améliorer les choses en augmentant la progressivité des prélèvements sur le travail? Et donc, c'est ce que l'on fait ensuite. On remplace notre recyclage uniforme, donc des recettes fiscales écologiques, par une redistribution sous une forme progressive. C'est-à-dire qu'on va diminuer davantage le taux de prélèvement sur le travail des peu qualifiés qu'on ne diminue le taux de prélèvement sur le travail des qualifiés. En gros, c'est ça. Et pourquoi avons-nous introduit un gamma? Parce qu'on va examiner ce qui se passe quand gamma varie. Donc, c'est l'indice de progressivité donc, de cette redistribution. Si on avait un gamma égal à 0, ça voudrait dire qu'on ferait une redistribution proportionnelle, c'est-à-dire le cas précédent, une redistribution uniforme. Si gamma est égal à 1, ça veut dire que vous voyez, c'est le DTL qui va être bien plus important, et en revanche, le DTH est inchangé. Et si on voulait faire une réforme à l'inverse, mais on ne l'a pas envisagé, on aurait un gamma égal à moins 1 qui serait en faveur des plus qualifiés et qui ne redistribuerait rien aux moins qualifiés. Donc un gamma positif, c'est un gamma où on redistribue en direction des pauvres. Alors est-il possible d'obtenir une réforme fiscale d'ensemble progressive grâce à ce mécanisme, bien que donc nous ayons introduit des mécanismes de marché du travail? Alors la question, donc là c'est technique, la réponse à cette question, c'est oui. Maintenant, pour en avoir une illustration, on a fait une petite illustration numérique avec une calibration sur données françaises. Alors, avec certains paramètres techniques qui ont été calibrés aux mêmes valeurs que celles qu'utilisent nos collègues spécialistes du marché du travail. Donc, par exemple, le pouvoir de négociation des salaires des plus qualifiés, bêta égale 0,5. On pourrait faire des études de sensibilité à ce type de paramètres. Fonction d'appariement, donc le calibrage vise à faire que notre modèle reproduise les données de l'économie française, donc un taux de chômage à peu près de 12%. Allocation chômage et coût de recrutement calibré à quelque chose qui correspond à la réalité. Grand Z, l'utilité du loisir, là aussi, c'est calibré pour obtenir un écart plausible entre l'utilité des salariés et celle des chômeurs. Ce qui peut être éventuellement intéressant, donc on prend un système fiscal initial qui ressemble au système fiscal français, avec un taux de prélèvement sur le revenu du travail des moins qualifiés égal à 0,25 et des plus qualifiés à 0,45, donc 25% et 45%. Et la répartition entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, elle est obtenue en prenant donc 35% donc, des salaires les plus élevés, qui sont supposés représenter les travailleurs qualifiés et qui représentent 75% des revenus salariaux, ce qui représente donc un écart de 1 à 3 entre les salaires des deux catégories. Voilà, l'élasticité de substitution donc, du produit polluant, des barres. Alors des barres, il y a en réalité deux paramètres cruciaux dans ce modèle qui ne sont pas connus avec certitude. Il n'y a pas d'étude actuellement qui chiffre en France le montant des barres, de la consommation dite incompressible. C'est difficile, pour l'instant ça n'a pas été estimé. Alors
ça fait partie de nos projets, et plus particulièrement ceux de Diane, d'arriver à une estimation de ce montant de consommation incompressible. Dans la littérature qui utilise ce style de fonction de préférence avec une consommation incompressible d'un produit particulier, très souvent c'est 5-10% de la consommation du bien en question. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous regardons ce qui se passe si ça variait, si c'était 0% ou si ça allait jusqu'à 50% de la consommation de biens polluants. Et le êTA-H lui-même, la littérature dit qu'il est compris entre 0,5 et 1,3. Donc là aussi, nous faisons varier êTA-H sur êTA-R. Et en fonction de ça, nous obtenons un graphique qui nous donne, alors, suivant l'axe vertical, c'est la variation de bien-être qui mesure donc l'efficacité économique de la réforme fiscale d'ensemble. C'est-à-dire que si on est au-dessus du zéro, il n'y avait pas un pointeur, si, il y avait un pointeur. Voilà. Si on est au-dessus du zéro ici, ça veut dire qu'on a effectivement une amélioration du bien-être. D'accord, donc par ici. Ici, selon cet axe, c'est le rapport entre êTA-H et êTA-R. Et selon cet axe ici, c'est gamma, notre indice de progressivité. C'est-à-dire 0 ici, on redistribue de façon uniforme, et 1, on redistribue tout en réduction des prélèvements sur le travail des non qualifiés. Alors, ce que l'on voit, c'est que donc êTA-H varie de 0 ici devant jusqu'à 1 ici derrière, êTA-H sur êTA-R. Donc, ce que l'on voit, c'est que plus êTA-H sur êTA-R augmente, et plus c'est... alors, les effets, vous le voyez, sont différents selon qu'on a un gamma faible ou un gamma élevé. Ici, vous voyez que la courbe à gamma donné est ici croissante, mais avec, ici, on est en permanence avec gamma égale à 0. On a ici une détérioration du bien-être pour toutes les valeurs éventuelles de êTA-H sur êTA-R. En revanche, quand on est ici, si on redistribue tout, vous voyez qu'on est au contraire avec un delta positif. On est avec un delta positif et les choses s'améliorent au fur et à mesure que êTA-H sur êTA-R diminue. Et donc, la leçon de ceci, c'est de constater que même pour des êTA-H sur êTA-R élevés, donc ce qui était l'objection qui nous avait été faite pour nos résultats où nous n'avions pas de marché du travail, s'il y a une forte désincitation à travailler pour les travailleurs qualifiés, vous ne pourriez pas obtenir d'efficacité économique et de redistribution en faveur des moins qualifiés. Eh bien, ce que nous constatons ici, c'est que donc, même pour un êTA-H sur êTA-R élevé, c'est-à-dire ici, donc la fin de la courbe, vous voyez qu'il est possible d'obtenir donc une amélioration du bien-être. Ici, ça coïncide à peu près donc, avec un gamma de l'ordre de 0,4, 1, 2, 3, oui c'est ça, 0,3, 0,4. On obtient ici une variation donc, de bien-être qui est positive et qui augmente au fur et à mesure de cette redistribution progressive. Autrement dit, quand on tient compte de tous les effets qui peuvent conduire à la... Peut-être il faut... qui peuvent conduire à la... quand on tient compte de tous les effets qui pourraient éventuellement compromettre l'efficacité de la réforme fiscale à visée écologique et qui pourraient aller dans le sens d'une régressivité, eh bien, on constate
qu'il est possible de renverser ces propriétés de régressivité en procédant à une redistribution du revenu elle-même progressive. Voilà, donc c'est le message de ce papier. J'espère que je suis arrivée à en faire passer l'essentiel. Donc nos résultats, selon ce que j'avais annoncé, c'est qu'effectivement, plus la consommation incompressible est élevée, plus cela compromet la possibilité de progressivité, donc plus la taxe écologique est régressive. Mais il y a une asymétrie quant à la régressivité de la taxe écologique et de la réforme fiscale écologique uniforme lorsque celle-ci s'accompagne d'un double dividende. Et donc, si on est dans une situation où le degré initial de progressivité n'est pas trop important, et si le ratio état H sur état R n'est pas trop élevé, il est possible de redistribuer aux ménages aux revenus les plus faibles en conservant l'efficacité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, j'ai été un peu longue, je crois, mais je serai ravie de répondre à vos questions.